Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali après l'arrestation de 49 militaires ivoiriens à l'aéroport de Bamako. La junte au pouvoir les accuse d'être des mercenaires arrivés illégalement sur le territoire. Des accusations rejetées par Abidjan qui réclament leur libération sans délai. Au Bénin, démission du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbenou, a démissionné ce mardi 12 juillet de son poste qu'il occupait depuis 2018. La veille de cette annonce, il s'était entretenu avec le président Patrice Talon. Et puis 87 millions d'euros de la BAD en faveur du programme d'appui à la généralisation de la couverture sociale au Maroc. Le programme contribuera notamment à élargir la protection sociale, en particulier à la petite enfance, aux jeunes ainsi qu'aux travailleurs indépendants. Mais tout d'abord, rencontre inédite Ouattara Bédié Gbagbo. C'est ce jeudi 14 juillet au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Le président ivoirien Alassane Ouattara va s'entretenir avec ses deux prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour la première fois depuis 2010. Si pour l'heure, aucune information concernant le contenu des sujets qui seront abordés par les trois anciens rivaux politiques n'a fuité. Les analystes politiques pensent à plusieurs thématiques, notamment le statut d'ancien chef d'État auquel Laurent Gbagbo a droit, la question des exilés, notamment Charles Blé Goudé, ou encore la question de la réforme de la commission électorale indépendante. La Côte d'Ivoire qui réclame la libération sans délai de ces 49 soldats détenus par les autorités maliennes depuis le 10 juillet dernier. Ils ont été arrêtés dimanche à l'aéroport de Bamako. Les autorités maliennes les accusent d'être des mercenaires arrivés illégalement sur le territoire dans le but de déstabiliser le pays. Des accusations réfutées par Abidjan. Le point sur la situation dans ce sujet de Joël Ballot. Le gouvernement ivoirien monte au créneau face à l'arrestation de ces 49 soldats. En effet, le 10 juillet 2022, plusieurs soldats ivoiriens qualifiés de mercenaires par la junte malienne ont été appréhendés à l'aéroport de Bamako. Les autorités maliennes ont indiqué qu'il n'y avait pas eu de communication selon les usages pour la venue de ces soldats avec leurs armes et munitions. En ce qui concerne la situation de nos soldats au Mali, je voudrais rappeler que le Conseil de sécurité s'est réuni et à cet effet, un communiqué a été produit. Je voudrais que nous nous en tenions à ce communiqué sans entretenir de quelque façon que ce soit des polémiques. Je peux émettre un seul commentaire. Au Mali, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des militaires, dont certains sont des forces spéciales. Ils savent comment on renverse un régime. Face à cette situation, le Conseil national de sécurité ivoirien a tenu une réunion extraordinaire le 12 juillet, puis publié un communiqué affirmant qu'aucun militaire ivoirien ne possédait d'armes, encore moins des munitions de guerre. Cependant, selon les autorités maliennes, rien ne justifie la présence des forces ivoiriennes à Bamako dans la mesure où elles ne disposaient ni d'ordre de mission ni d'autorisation d'accès au territoire national. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion. Qualifiant l'acte d'injustice, le gouvernement ivoirien exhorte le Mali à libérer sans délai les 49 militaires ivoiriens. Il appelle les populations au calme et à la retenue, assurant que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de ses membres de force de l'ordre. Également dans l'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce mercredi 13 juillet à l'unanimité une résolution portant en prorogation du mandat du groupe d'experts chargé d'assister le comité des sanctions contre la Libye jusqu'au 15 novembre 2023. Entre autres mesures, cette résolution demande à toutes les parties d'appliquer intégralement l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 et invite instamment les États membres à respecter et à appuyer la pleine application de l'accord, notamment en retirant sans délai toutes les forces étrangères et les mercenaires du territoire libyen.
Récemment désigné comme président de la CEDEAO par ses homologues de l'Afrique de l'Ouest, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo ne perd pas de vue les défis qui sont les siens au niveau interne. 5 mois après le coup d'État manqué en Guinée-Bissau, ce dernier revient sur la nécessité pour son pays de présenter une image positive. Corinne Kamse. C'est à l'unanimité qu'il a été désigné président de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest par ses pairs de la sous-région le 3 juillet 2022. Pour le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, cette reconnaissance est également un message à l'endroit des agents de déstabilisation au sein même de son pays, a-t-il confié dans un entretien exclusif accordé à Africa 24. En février 2022, il avait échappé à une tentative de coup d'État. Le soutien de la CEDEAO ne s'est pas fait attendre. Une force de stabilisation de plusieurs centaines d'hommes est à pied d'œuvre en Guinée-Bissau pour appuyer les forces républicaines. J'ai les forces de la CEDEAO ici, 600 quelques personnes. C'est une force de stabilisation. Et moi-même, j'ai renforcé ma sécurité. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est certains éléments de l'armée, qu'ils ont en prison d'ailleurs, qui étaient connus. Parce que tous les coups d'État, c'est le même visage. C'est le même visage. Je pense qu'on n'était pas assez prudent. On peut prendre les mesures sérieuses qu'on a prises aujourd'hui par rapport à ces éléments. Donc, on est en train de travailler pour montrer que ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, Guinée-Bissau n'a pas besoin de notre coup d'État. Le président Embalo insiste sur la nécessité de redresser la Guinée-Bissau qui, aujourd'hui plus que jamais, est sous le feu des projecteurs. Depuis son accession à l'indépendance en 1973, ce pays lusophone prend pour la première fois la tête de la CEDEAO. À ces défis internes s'ajoute également sa responsabilité de leader vis-à-vis de ses voisins de la sous-région. Je préfère mourir que laisser ces pays-là rentrer en désordre. Pas de corruption, pas de désordre. En tout cas. Et là, il y a des conséquences. Parce que quand il y a des désordres et quelque chose, que les narcotrafiquants aussi en profitent quand l'État est fragile. Mais là, aujourd'hui, nous sommes relevés, nous sommes debout en tant qu'État pour repositionner la Guinée-Bissau dans la concert des nations. Après des décennies marquées par l'instabilité politique, la Guinée-Bissau doit convaincre. Dans cette perspective, le président a instruit au nouveau gouvernement installé en juin 2022 d'organiser des élections législatives anticipées le 18 décembre 2022, étape nécessaire pour combler le vide législatif que connaît le pays après la dissolution du Parlement. Outre cette mission, le nouveau gouvernement est également attendu sur le chantier de la lutte contre la corruption, gage d'une meilleure gestion économique. Le président de la Cour constitutionnelle béninoise, Joseph Djokbenou, démissionne. L'ancien garde des Sceaux et avocat personnel du président Patrice Talon était à la tête de l'institution depuis juin 2018 et son mandat prenait fin en juin 2023. Le communiqué publié mardi 12 juillet ne précise pas les raisons de sa démission. Des analystes politiques béninois ont pour hypothèse qu'il aurait démissionné en vue d'une future participation aux élections législatives de janvier 2023. Samantha Sabiro. À 6 mois des élections législatives du 8 janvier 2023, Joseph Djokbenou, président de la Cour constitutionnelle, a démissionné à la tête de la haute juridiction du Bénin. Sa démission a été rendue publique mardi 12 juillet 2022 à travers un communiqué signé du secrétaire général de l'institution, Gilles Badé. Alors, Maître Joseph Djokbenou, c'est un militant passionné, c'est un militant par nature. Et la fonction de conseiller à la Cour et consécutivement de président de la haute juridiction était incompatible avec tout engagement politique, avec toute posture partisane. La démission du professeur Joseph est intervenue au lendemain de sa rencontre avec le chef de l'État béninois, Patrice Talon, et des hautes personnalités de la mouvance présidentielle telles que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et l'ancien président de l'Assemblée nationale et président du Parti Renouveau démocratique, Maître Adrien Ougbeji. On peut penser que
cette parenthèse de la Cour était devenue donc si insupportable pour Maître Joseph Djogbenou, à telle enseigne que la passion pour l'engagement politique a pu donc prendre le dessus et l'a obligé à déposer donc le tablier pour pouvoir se réinvestir politiquement. Ancien avocat personnel du président Patrice Talon, Joseph Djogbenou était à la tête de l'institution depuis juin 2018 et son mandat prenait fin en juin 2023. Avant d'être nommé conseiller puis élu président de la Cour constitutionnelle par ses pairs, Joseph Djogbenou fut député à l'Assemblée nationale, ensuite ministre de la Justice et de la Législation au sein du premier gouvernement du président Patrice Talon, consécutif à son élection à la magistrature suprême du Bénin en 2016. Après une première mission économique et commerciale de la francophonie en Asie du Sud-Est, l'Organisation internationale de la francophonie a achevé une deuxième mission en Afrique. Après le Gabon, la mission de l'OIF était à Kigali, au Rwanda, du 11 au 13 juillet. Une mission pensée dans un objectif d'intensification des relations économiques et commerciales entre les 88 États et gouvernements membres et observateurs de l'OIF. Retour sur la rencontre de Kigali avec nos envoyés spéciaux Paul-Marcel Mayagui, Frater Ndakia Isenga et Olivaris Laleye. Après l'étape de Libreville au Gabon et les rencontres de prise de contact informelles, la partie officielle de la mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale a officiellement été lancée le 12 juillet 2022 à Kigali au Rwanda. Un rendez-vous qui se veut être une matérialisation de la vision économique francophone. La francophonie, c'est aujourd'hui 321 millions de locuteurs dans le monde, majoritairement des jeunes et des femmes qui sont ouverts sur le monde et qui veulent apprendre, échanger et travailler. L'espace francophone, c'est aussi 16% du produit intérieur brut mondial, 20% des échanges commerciaux sur le plan global, 14% des réserves mondiales de ressources minières et énergétiques et enfin 15% des investissements directs dans le monde. Voilà les opportunités que présente le monde francophone. Durant 3 jours, du 11 au 13 juillet 2022, cet événement réunissant environ 250 entreprises locales et une centaine d'acteurs économiques provenant d'une trentaine de pays francophones donne aux participants la possibilité de nouer des partenariats, d'échanger des expériences, d'explorer de nouvelles destinations et opportunités à travers des visites d'entreprises locales et des rencontres B2B, mais aussi de découvrir les possibilités d'investissement du Rwanda, pays dont le taux d'accès aux services financiers est estimé à 90%. Avoir l'information est le premier des étapes. La deuxième, c'est qu'en présentant les opportunités qu'il y a ici au Rwanda, par les rencontres, on anticipe d'avoir des partenariats qui peuvent prendre racine et pourquoi pas se développer en contrat. Mais la troisième aussi, c'est que aujourd'hui, aucun pays ne peut travailler tout seul. Et le fait d'avoir plus de 54 pays dans l'espace francophone montre la richesse de pouvoir développer des chaînes de valeur régionales dans les différents aspects qu'on a discutés, que ce soit l'agro-industrie, l'énergie renouvelable ou même les services numériques. La mise en œuvre de la stratégie économique pour la francophonie 2020-2025 vise l'intensification des échanges commerciaux et des investissements dans l'espace francophone qui représente actuellement 20% des échanges mondiaux. Et après cette mission économique en Afrique, les missions économiques de la francophonie mettront le cap sur 2 capitales européennes et d'Amérique en 2022. En vue de consolider les bases d'une protection sociale viable, le Royaume du Maroc a lancé un programme de renforcement de l'offre des services de santé. 87 millions d'euros y ont été injectés en guise de soutien par la Banque africaine de développement. L'initiative est basée sur 4 axes prioritaires, à savoir la généralisation de la couverture médicale obligatoire, la généralisation des allocations familiales, le régime de retraite et l'indemnité pour perte d'emploi. Les précisions dans ce sujet d'Ameneji.
Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 87 millions d'euros en faveur d'un programme d'appui à la généralisation de la couverture sociale initié par le Maroc. Le programme sera axé autour de la prise en charge de la couverture médicale basée sur la réorganisation de l'offre de services de santé. La généralisation de la couverture sociale au Maroc a pour déjà premier objectif d'améliorer le bien-être des populations, surtout les plus défavorisées, qui recevront ainsi une sorte de rémunération d'appoint et qui leur permettra de faire face dans de meilleures conditions à certains types de dépenses, par exemple des dépenses de santé, des dépenses d'habillement, des dépenses alimentaires. Et l'objectif visé par les autorités chérifiennes est tout simplement qu'une fois que ces populations verront leur bien-être s'améliorer, ils pourront mieux libérer leur potentiel et ainsi le royaume pourra disposer d'un capital humain de qualité sur lequel pouvoir s'appuyer pour le développement économique de ce pays. Le projet, libellé en 4 axes et visant près de 11 millions de travailleurs, contribuera à soutenir le pouvoir d'achat des familles, fournir des allocations familiales destinées à près de 7 millions d'enfants en âge de scolarité, élargir la base de données d'adhérents au régime de retraite et fournir des indemnités pour perte d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement chérifien pourra sur du long terme faire face aux dépenses induites par cette politique-là? Et pour cela, il y a un certain nombre de paramètres qu'elle devra veiller. Améliorer le système de santé publique, ce qui permettra de faire de sérieuses économies. Il y a aussi le coût du médicament, qui est beaucoup plus cher dans le royaume chérifien qu'il ne l'est dans les pays voisins. Il faudrait voir pourquoi il est plus cher et voir à réduire ce coût-là, parce que ça permettra au gouvernement de faire des économies. Il y a bien sûr tous les cas de fraude et de paiement litigieux sur lesquels le gouvernement devra être intransigeant, parce que sans cela, au bout d'un moment donné, elle ne sera plus en état de pouvoir faire face à cette politique sociale. Le Royaume du Maroc aspire à l'amélioration de sa gouvernance et à l'efficacité de son système sanitaire. À terme, ce programme de protection sociale contribuera à protéger les personnes vulnérables en catalysant la demande d'investissement en matière d'infrastructures sanitaires pour une amélioration globale du climat des affaires. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.